Le Yangtze, un fleuve de 6300 km de long, est le troisième plus long du monde. Il traverse la Chine, couvrant 11 provinces, abreuvant les terres, les usines et les villes. Mais un jour, l'eau a disparu. Son niveau a chuté à un minimum historique, exposant le lit du puissant fleuve. Là où la vie prospérait autrefois, il ne restait que de la boue et des pierres. Des millions de poissons sont morts, suffoqués par manque d'oxygène. C'est alors que le gouvernement chinois a décidé d'agir. Voici comment on a relâché des centaines de millions de poissons sur une terre asséchée. Mais commençons par un bon café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. En avril 2011, une sécheresse a eu lieu en Chine. Elle n'a pas frappé d'un coup, mais elle est devenue la pire en un demi-siècle depuis la sécheresse pendant la grande famine chinoise de 1959 à 61. À l'époque, caprices de la nature et bouleversements sociopolitiques ont causé la mort de 15 à 55 millions de personnes. Mais on en parlera une autre fois. Donc, en avril 2011, les cours moyens et inférieurs du Yangtze, une région vitale pour les céréales et le poisson, ont atteint leur niveau le plus bas. En conséquence, l'agriculture et la pêche ont été durement touchées et des dizaines de milliers de familles qui en dépendaient. 98,9 millions d'hectares de terres agricoles ont été détruits. 1300 lacs alimentés par le Yangtze ont été déclarés morts, inutilisables pour l'eau potable ou l'irrigation. 5 millions de personnes et d'innombrables têtes de bétail se sont retrouvées à sec. Comprenez-moi bien, le delta du Yangtze est vital pour la Chine. Il abreuve 400 millions de personnes et 40% de l'économie du pays. Quand le fleuve s'est asséché, tout le monde a été touché. 34 millions de personnes affectées, 14,9 milliards de yuan ou 2 milliards d'euros de pertes directes. Il fallait agir et avec la disparition de l'eau, on a sorti des missiles. Les autorités ont procédé à 36 opérations d'ensemencement des nuages, espérant provoquer la pluie. Et par endroits, ça a marché. Les précipitations ont dépassé 50 mm, l'équivalent d'une forte pluie. Mais c'était pas une solution pérenne. Là où la sécheresse était modérée, l'eau a redonné vie au sol. Mais là où les fissures s'étaient déjà propagées, la pluie n'a pas suffi à arranger la situation. Et dans les zones les plus durement touchées, ça n'a rien changé du tout. Certes, la terre a changé de couleur et l'air était plus frais, mais c'est tout. Les nuages refusaient de coopérer, ils se déplaçaient trop vite ou dérivaient dans la mauvaise direction, n'allant pas là où on en avait besoin. Et on ne peut pas faire pleuvoir sans nuages, c'est physiquement impossible. De leur côté, les météorologues l'affirmaient. Il n'y aurait pas de pluie avant la fin du mois, et la chaleur atteindrait 36 degrés Celsius. Il fallait de toute urgence trouver un moyen de vaincre la sécheresse. Quand il est devenu clair que les nuages n'aideraient pas, on a décidé de faire appel à une chose qu'on pouvait contrôler, le barrage des Trois Gorges, le plus grand de la planète. L'Agence nationale de secours contre la sécheresse a ordonné d'ouvrir les vannes et d'augmenter le débit de 10 à 20%. Ça peut sembler peu, mais ça représente 5 milliards de mètres cubes par jour, un volume équivalent au lac Windermere en Angleterre. Tout ça a rejoint les régions situées en aval, là où les champs mouraient par manque d'humidité. Une solution simple et efficace. Mais la météo avait d'autres plans. Début juin, des pluies torrentielles ont frappé le sud de la Chine. La pluie tombait sans arrêt, semaine après semaine. Après la sécheresse, les provinces ont été frappées par une autre catastrophe naturelle. L'eau a inondé les champs, emporté les routes et rompu les barrages. Des glissements de terrain ont eu lieu dans les montagnes. Ainsi, 700 000 personnes ont dû être évacuées et plus d'une centaine ont perdu la vie. C'était les pires inondations depuis des dizaines d'années. Depuis 1955, le pays n'avait pas fait face à une telle catastrophe. Bref, l'eau est retournée au Yangtze, mais bien trop tard. Le bassin du fleuve abrite plus d'1 millier d'espèces. 370 espèces de poissons, 220 espèces d'animaux benthiques et des centaines de plantes aquatiques. Il existe tout un monde caché sous la surface, et la sécheresse l'a pratiquement anéanti. Il n'y a pas que l'écosystème du Yangtze qui est souffert, mais aussi celui des nombreux lacs qui lui sont connectés. Dans le lit du fleuve, où flottaient encore des bateaux, l'eau atteignait la hauteur des genoux. Les bateaux avaient du mal à avancer et ils s'échouaient souvent. Certains lacs étaient à sec, et là où il restait de l'eau, la profondeur était inférieure à 1 mètre. L'eau était trouble, chaude, et elle sentait le poisson et la pourriture. Le lac Shijiu, profond habituellement de 10 mètres, était presque asséché.
La surface était parcourue de fissures. Par endroits, elle mesurait 8 à 9 cm de large. Entre elles gisaient des escargots morts, des bouts de plantes aquatiques et des carcasses de poissons. Or, la saison du frai approchait, le moment où le fleuve et les lacs s'animaient et où un nouveau cycle de vie commençait dans les hauts fonds. Mais ces derniers avaient disparu, les lacs s'étaient volatilisés, il ne restait nul endroit où pondre et aucun refuge pour les poissons survivants. Les poissons ayant disparu, les oiseaux ont suivi. Les plus petits, migrateurs, ont souffert le plus, ils se nourrissaient de petits poissons et il n'en restait presque plus. Le lac Poyang, autrefois vaste et enveloppé de brume, ressemblait à une prairie, un terrain plat couvert d'herbes basses. Bien qu'il y ait eu de l'espoir que l'eau reviendrait, les experts avaient prévenu, ça ne suffirait pas. Un écosystème ne se rétablit pas en une saison. Pour que les eaux reprennent vie, il ne suffisait pas d'attendre la pluie, il fallait restaurer la diversité des poissons, des plantes, des algues et autres formes de vie benthique. Le sort d'une espèce était particulièrement préoccupant. Le marsouin aptère du Yangtze. Ce cétacé d'eau douce ne vit que dans le fleuve Yangtze en Chine et il est au bord de l'extinction. Lors du dernier comptage en 2022, sa population était de 1249 individus. Et comme vous l'imaginez, la sécheresse de 2011 n'a pas aidé. D'abord, les niveaux d'eau ont chuté, laissant des marsouins échoués sur la rive. De plus, comme je l'ai dit, les poissons ne pouvaient plus se reproduire, ce qui a affecté les marsouins. Certes, bien sûr, ils peuvent changer de régime alimentaire, mais le fleuve était pour ainsi dire mort. Le choix est limité quand le frigo est vide. Pour compenser, en 2011, la Chine a décidé de relâcher 1,3 milliard de petits poissons dans le Yangtze. 1,3 milliard, une quantité ahurissante. L'objectif était simple, restaurer les ressources que le fleuve avait perdues après la sécheresse. Le projet a été lancé par le ministère de l'Agriculture dans 5 provinces, Jiangxi, Hubei, Hunan, Anhui et Jiangsu. Ces régions, situées le long des cours moyens et inférieurs du Yangtze, fournissaient la moitié des poissons d'eau douce du pays. On a relâché 4 espèces de poissons dans le fleuve, carpe noire, carpe de roseau, chevenne et carpe à grosse tête. Des espèces consommées depuis l'Antiquité, depuis la dynastie Tang, entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. Encore aujourd'hui, elles constituent l'essentiel des prises des pêcheurs chinois. Outre ces 4 espèces, 500 000 perches chinoises, des Plagiognathops microlepis et même des poissons globes ont été relâchés. L'opération a coûté 300 000 yuan, soit 39 600 € de l'époque. Mais le Yangtze n'a pas seulement retrouvé ses poissons. L'étape suivante consistait à réintroduire des macrophytes subaquatiques, des plantes qui poussent à différentes profondeurs et aident à garder l'eau propre. Au total, 9000 hectares ont été plantés pour restaurer l'équilibre naturel après la sécheresse. Le problème, c'est qu'avec la baisse du niveau d'eau, il y avait trop de nutriments dans le fleuve et l'eau a commencé à fleurir. Vous avez sans doute déjà vu ça, quand l'eau fleurit, le niveau d'oxygène chute, rendant toute vie impossible. En plus des plantes, on a relâché 21 millions de mollusques. Ils aident aussi à la nettoyer. En un sens, mollusques et macrophytes agissent comme un filtre et une éponge. Ils absorbent l'excès et ils filtrent le reste. Dans ces conditions, les poissons relâchés dans le fleuve ont plus de facilité à s'acclimater. Mais avant de relâcher des poissons, il a fallu les élever. Regardons de plus près comment ça fonctionne en prenant l'esturgeon chinois pour exemple. C'est un poisson ancien qui se fait rare à l'état sauvage, ce pourquoi des humains sont intervenus. Le processus est simple. Des chercheurs ont capturé des esturgeons dans le Yangtze, ils les ont élevés en captivité et maintenant les descendants de ces poissons, la deuxième génération, sont élevés dans des conditions artificielles. Par exemple, au centre de conservation de l'esturgeon chinois à Jingzhou, on trouve une maison spéciale, ronde, de 40 mètres de diamètre et 5 mètres de hauteur. En gros, c'est une grande pièce pour de gros poissons. Un esturgeon adulte peut atteindre 4 mètres de long et il a besoin de beaucoup d'espace. C'est pourquoi les gros poissons vivent dans de grandes pièces et les petits dans des petites. Les poissons sont élevés par étapes. Au début, les alevins sont gardés dans de petits bassins, des couveuses. Tout y est contrôlé, température, composition de l'eau, éclairage, car les petits esturgeons sont très sensibles. C'est pourquoi on utilise de l'eau provenant de puits, elle contient moins de minéraux et sa température est stable. Plus tard, une fois les poissons grands, on les transfère dans des étangs dont les conditions sont plus naturelles. Ça s'appelle le réensauvagement, les poissons y apprennent à vivre comme dans un fleuve. Mais c'est pas l'étape finale.
Avant de retourner dans le Yangtze, les esturgeons passent par une période d'ajustement dans un étang spécial. Il contient de l'eau du fleuve filtrée pour que les poissons s'habituent à leur nouvel environnement. L'eau est oxygénée et le comportement des esturgeons surveillé. En effet, il ne suffit pas de relâcher les poissons dans le fleuve, il faut qu'ils s'y sentent chez eux. Mais même si quelque chose leur arrivait, ils ne disparaîtraient pas comme ça. Certaines espèces, comme l'esturgeon chinois, surnommé panda aquatique pour souligner son importance, bénéficient d'un programme de sauvegarde. Cette espèce existe depuis plus de 140 millions d'années, mais l'interférence humaine au XXe siècle a durement touché sa population. Pour éviter que l'esturgeon ne disparaisse, plusieurs programmes de conservation sont en place. En gros, c'est comme la réserve globale de semences, mais cette dernière abrite des graines, pas des animaux. Un coffre se trouve dans le centre de conservation de l'esturgeon chinois et l'autre est géré par la Three Gorges Corporation. Il existe même un programme appelé Arche de Noé visant à préserver le patrimoine génétique des poissons rares du Yangtze, dont l'esturgeon bien sûr. L'arche dispose de tout, échantillons de tissus, cellules, ADN et du matériel biologique pour restaurer l'espèce. Ce matériel est congelé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius où il peut reposer paisiblement pendant des années. Enfin, quand on veut procéder à la reproduction, il suffit de l'extraire, de le combiner avec des œufs et on peut élever une nouvelle génération. C'est un plan B en cas de catastrophe environnementale. Car en effet, les perspectives sont mauvaises. Après la sécheresse, les attentes étaient très élevées. On a relâché des dizaines de millions de poissons dans le Yangtze, mais ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, ça n'a pas suffi, car la population de poissons a continué à diminuer. Les premiers signes d'alerte sont apparus lorsque les pêcheurs ont commencé à se plaindre. Ils ne ramenaient presque rien dans leur filet. Par exemple, l'espèce Elopictis bambusa, un poisson courant, avait quasiment disparu. Les chiffres sont parlants. En 1954, le volume de pêche dans le Yangtze était de 430 000 tonnes. Puis, il a commencé à chuter. Dans les années 60, 260 000 tonnes. Dans les années 80, 200 000. Et dans les années 90, la moitié. En 2011, on est passé sous les 100 000 tonnes. La sécheresse a joué un rôle bien sûr, et sans les efforts de repeuplement, ça aurait pu tomber à zéro. Mais le problème demeure, la population ne croît pas. En 2019, les experts ont noté qu'aucun esturgeon chinois, esturgeon blanc ou dauphin de Chine ne s'était reproduit. L'espadon chinois était introuvable. En fait, il avait déjà disparu depuis 17 ans. Aujourd'hui, l'espèce est officiellement considérée comme éteinte. Or, le Yangtze n'est pas qu'un fleuve, c'est une banque génétique vivante, et elle a grand besoin d'être reconstituée. Ainsi, on agit pour le Yangtze. En fait, des poissons sont souvent relâchés dans le fleuve, pas seulement après une sécheresse, mais année après année. Depuis 2011, 70 millions de poissons ont été relâchés dans la région de Wanzhou. Pas que des espèces rares, mais aussi des espèces commerciales importantes pour l'écosystème. D'ailleurs, l'impact n'est pas qu'écologique. Les gens commencent à comprendre pourquoi protéger les animaux aquatiques est important. Il y a même une date spéciale, le 6 juin. C'est une fête non officielle, la journée nationale du lâcher de poissons, célébrée depuis 2003. La date n'a pas été choisie au hasard, elle marque le début de la saison des amours, quand l'eau est plus chaude et les poissons plus actifs, et leurs chances de survie plus élevées. Par exemple, en 2023, 850 000 poissons rares ont été relâchés dans le Yangtze depuis un parc situé à Yibin. 9 de ces espèces étaient endémiques, notamment l'esturgeon du Yangtze, qui est protégé en Chine, ainsi que le girino, lui aussi en danger, et encore 2 espèces de carpes, Rhinogobio ventralis et Coreus gikenoti, également protégées par l'État, bien que moins strictement. Pour comprendre ce qui arrive aux poissons après un lâcher, les spécialistes leur posent des balises. Ainsi, ils peuvent les suivre, voir comment ils s'adaptent, etc. Et si ça tourne mal, ils peuvent faire des changements avant le prochain lâcher. Ainsi, les poissons sont rendus à l'eau, mais c'est pas un geste symbolique, c'est une façon de préserver la biodiversité du fleuve. Sans ça, le Yangtze n'a aucun avenir. Mais relâcher des poissons ne suffit pas, il est crucial qu'ils puissent grandir et se reproduire. C'est pourquoi en 2020, la Chine a pris une décision difficile mais nécessaire, interdire la pêche sur le Yangtze, totalement.
Au début, ça ne s'appliquait qu'à 332 réserves naturelles et zones protégées, mais un an plus tard, l'interdiction s'est étendue au cours principal du fleuve et à ses principaux affluents. La pêche y est interdite pendant 10 ans. Ça devrait suffire pour que les populations se rétablissent en l'espace de 2 à 3 générations. Par exemple, la plupart des carpes mettent 4 ans pour devenir adultes. Une interdiction saisonnière ne suffirait pas. Beaucoup ont trouvé cette mesure cruelle. Dès le premier mois, 100 000 bateaux ont été saisis, affectant plus de 200 000 personnes. D'ailleurs, certains des inspecteurs qui traquent maintenant les contrevenants étaient autrefois pêcheurs eux-mêmes. Je suppose qu'ils se sont révélés être des citoyens très intègres et qu'ils ont décidé d'appliquer la loi. Ou alors, ils ont vu une opportunité de gagner de l'argent, qui sait. En tout cas, ils doivent patrouiller le fleuve tous les jours. Il y a même des raids nocturnes avec de l'équipement infrarouge, et des drones aussi. Bref, de sacrées ressources sont déployées car les gens ne sont pas prêts à renoncer à la pêche. Il faut bien les arrêter. Malheureusement, on ne peut pas se permettre d'attendre. Le Yangtze tire déjà sur la corde. Surpêche, pollution et érection de barrages, notamment celui des Trois Gorges, ont fait des dégâts. Si rien n'est fait, dans 10 ans, relâcher des poissons sera inutile. Enfin, si vous vous inquiétez des gens qui souffrent du manque de poissons, j'ai une bonne nouvelle. Le Yangtze fournit moins d'1% des poissons d'eau douce du pays, donc l'interdiction n'affectera guère le marché. Mais elle affectera le fleuve. Il est trop tôt pour parler de changement à long terme, mais il y a déjà un impact positif. Les populations progressent, la biodiversité aussi. Vous voyez l'idée. En conclusion, l'interdiction de la pêche devait arriver tôt ou tard, d'autant que les lâchers se sont avérés plus compliqués que prévu. Des journalistes du Xinhua Daily Telegraph qui ont voyagé dans les régions que traverse le Yangtze ont découvert que personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. De quoi le fleuve a-t-il besoin? De combien de poissons? De quelles espèces? Et comment faut-il procéder? Apparemment, personne n'a la réponse. Au lieu de ça, on publie des rapports débordant de chiffres séduisants et on relâche des tonnes d'alevins sans réfléchir. Ici, plusieurs dizaines de milliers de poissons, ailleurs des millions. Parfois, on relâche même des espèces non indigènes dont le Yangtze n'a pas besoin. Ou les alevins les moins chers des 4 espèces de carpes, simplement pour atteindre le quota. Or, tout plan d'eau a ses limites. Il ne peut pas y avoir plus de poissons que l'écosystème ne peut en supporter. Idéalement, il faudrait reconstituer ce qui manque. Au lieu de ça, tout le monde relâche des poissons au petit bonheur la chance. Le gouvernement, les entreprises, les bénévoles, même les gens les plus sérieux qui soient. Personne ne tient les comptes, donc on ignore comment le repeuplement affecte le Yangtze. Certaines espèces pourraient bien disparaître, car tout le monde les a oubliées, tandis que d'autres se multiplient sans limite. L'équilibre qu'on voulait restaurer est à nouveau détruit. Tout ça car il n'y a pas eu d'études sérieuses. On a commencé à réparer le fleuve à l'aveuglette. Alors imaginez si en plus de ça, on laissait les gens pêcher de façon incontrôlée. Oui, l'interdiction n'est peut-être pas une mauvaise idée après tout. Vous me devez un like. À plus.